Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 invités. Charles de Bourbon-Parme, Jean-Louis Masson, Patrick Ivars qui est tout au bout. Et je finis par une nouvelle tête qui s'appelle Mériadec Raffray, qui est journaliste professionnel, spécialiste des questions de défense et qui a écrit un livre qui s'appelle « Afghanistan, les victoires oubliées de l'armée rouge ». Et vous allez voir que son expertise sur toutes les questions de guerre, de défense, va nous être bien utile au cours de cette émission. Alors, 4 invités et 3 sujets. Le premier sujet, c'est cette guerre qui vient de commencer depuis quelques jours entre la Russie et l'Ukraine. On va essayer de comprendre pourquoi. Deuxième sujet, la présidentielle. Évidemment, cet événement va avoir des conséquences. On va essayer de trouver de quelle manière ça va peut-être bouleverser le jeu en présence. Et troisième sujet, on va essayer tous ensemble de se projeter sur la guerre dans les mois, les semaines qui viennent, et puis peut-être sur un après-guerre. Conséquences européennes, conséquences mondiales. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le début de l'émission. À tout de suite. Premier sujet. Alors, depuis quelques jours, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi cette guerre, que les Américains ont annoncé depuis plusieurs semaines. Les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de partir. Ils ont dit que ça allait se passer comme ça. Je pense que quand même, ça a surpris la grande majorité, au moins des citoyens. Et puis avant de commencer le premier sujet, je voulais vous dire qu'il y a toujours Ignace qui est présent et qui va nous caricaturer. Vous verrez à la fin de l'émission que c'est parfois un petit peu salé. Alors, premier sujet donc sur cette guerre. Je vais vous céder la parole toujours tout de suite, Mériadec Raffray. Merci d'être là. Bonjour à tous. Alors, pourquoi cette guerre ? Vous avez raison de commencer par dire que tout le monde a été surpris. Moi, le premier, je pensais que Vladimir Poutine se contenterait de reconnaître l'autonomie, l'indépendance des républiques du Donbass, peut-être effectivement appuyer de manière plus massive la défense des gens du Donbass face à l'armée ukrainienne, peut-être tirer quelques coups de canon sur les territoires ukrainiens et l'affaire s'est repliée. Et le jour où je disais ça, le soir, la nuit suivante, Vladimir Poutine nous détrompait. Nous avons été beaucoup d'experts surpris par le fait qu'il a lancé une véritable offensive. Et je crois finalement que Vladimir Poutine, quitte à appuyer sur le bouton de la guerre, étant la diplomatie par d'autres moyens, comme disait Clausewitz, a décidé d'aller au bout et de prendre finalement les gains quand ils se présenteraient. Pourquoi a-t-il finalement appuyé sur le bouton ultime, celui de la guerre que l'on n'avait pas vu dans ces formes-là aussi importantes depuis des années en Europe ? Depuis les années 40. Alors, en réalité, il y a eu plusieurs guerres. Oui. En réalité, il y a eu quand même toute la partie de la guerre d'ex-Yougoslavie, 90, 95, 16, 17 après les accords de Dayton, et puis ensuite la continuité de cela, ou la fin de comète avec la guerre du Kosovo en 99, dont les soldats de l'OTAN sont encore aujourd'hui sur le sol. Voilà. Je crois qu'en fait, Vladimir Poutine avait avancé 2 pions à la fois, celui de la diplomatie et celui de la guerre, et celui de la force, dans l'affaire ukrainienne. C'est une affaire qui remonte aux années, pour faire simple, aux années 2013, lorsqu'on a demandé à l'Ukraine de choisir entre son père et sa mère, entre la Russie et entre l'Europe. Vous savez qu'en Ukraine, il y a toute une partie de la population qui a des attaches, des liens très forts avec la Hongrie, avec les pays d'Europe centrale, et puis une autre partie qui sont des populations ethniquement russes ou d'autres qui avaient été importés par l'Union soviétique. Et ensuite, je crois qu'il y a eu une mécanique diabolique qui s'est mise en place, c'est celle en tout cas que dénonce Vladimir Poutine, à savoir que les Américains ont instrumentalisé ce pays, ils ont financé, on le sait maintenant, Victoria Nolan, qui est une ambassadrice des administrations démocrates, l'a dit, les Américains ont dépensé plus de 5 à 6 milliards de dollars dans leur plan pour transformer l'Ukraine, pour mettre en place un gouvernement qui leur a été plutôt favorable à l'ancrage du pays vers l'Union européenne et
il y a eu ensuite, dans la foulée, des lois anti-russes qui ont été prises par le gouvernement de Kiev, qui ont déclenché la révolution, la révolte des gens du Donbass. Et ensuite, on a connu une montée aux extrêmes qui vient aujourd'hui d'éclater en guerre. Oui, mais pour autant, est-ce que ces manœuvres américaines, qui ont quand même abouti à une élection démocratique, avec le mouvement de Maïdan, tout le monde se rappelle de ça, est-ce que ça justifie une invasion, Charles de Bourbon-Parme? Moi, je crois qu'il faut avoir lu tous les chapitres pour comprendre la guerre d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord l'histoire de la Russie, au sens large du terme. Oui. Ensuite, il faut savoir pourquoi est-ce que NATO a été créé. NATO, c'est l'OTAN. Oui, voilà. Ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il faut savoir pourquoi et comment l'Empire soviétique communiste s'est effondré. Vous n'allez pas nous faire l'encyclopédie. Non, je ne vais pas le faire. Mais je vais vous citer les bien. chapitres importants à connaître. Il faut savoir pourquoi est-ce que l'Empire soviétique et le communisme s'est effondré en Russie. Et enfin, on arrive à ce que vous avez expliqué très bien, je vous remercie, c'est tout le problème avec l'Ukraine et la Russie. Mais si on n'a pas lu chacun de ces chapitres-là, on ne peut pas se faire une opinion sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et la majorité, quand j'écoute les débats et que j'écoute les gens, en général, ils ont oublié un chapitre où ils obstruent un chapitre pour pouvoir Charles, expliquer leur opinion d'aujourd'hui. Pour vous, ok. Donc, vous avez la force d'une famille qui s'est inscrite dans l'histoire, de votre passion pour l'histoire. Très bien. Pour autant, est-ce qu'il n'est pas anachronique pour un pays d'en envahir un autre au XXIe siècle? Est-ce qu'il n'y a pas un... Je me tourne vers vous pour... Alors, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de s'exprimer parce que l'opinion, nos concitoyens, les pays qui nous environnent réagissent sous le coup de l'émotion. Et je crois qu'on pourra peut-être dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, avoir une plus grande sérénité. Ouais. Aujourd'hui, il n'est absolument pas possible, et moi je l'ai vu dans mon département quand je discute avec des maires, des élus, des habitants, on voit l'envahissement de l'Ukraine, et je pense très honnêtement que, comme certains l'ont dit, Poutine a franchi une ligne rouge. Moi j'aurais très bien compris qu'il aide les républiques du Donbass, qu'il fasse en sorte, largement. Oui, mais qu'il les aide, mais qu'en plus il fasse en sorte que tout le Donbass deviennent, qui est quand même tout à fait russophone, deviennent, disons, indépendants ou très largement autonomes. J'aurais même compris que peut-être le long de la mer Noire, il essaye d'avoir une continuité territoriale avec la Crimée. Bon, je suis un peu surpris qu'il aille à Kiev, etc. Et personne ne le comprend. Enfin, quand je dis personne, c'est nos concitoyens ne le comprennent pas, mis à part peut-être les gens qui connaissent l'histoire de la Russie, qui connaissent tout le passé. Mais le peuple russe, les Russes, tout vient de Kiev. Oui. Tout vient de Kiev. Oui, je sais. L'âme de la Russie vient de Kiev. Je parle de l'Europe si on remonte à l'origine Kiev, c'est la petite Russie. Voilà, c'est exactement. Okay. Mais les Russes, pour eux, ils sont chez eux. Ah non, mais ça, je le comprends. J'essaie pas de parler de parti qui que ce soit. Moi, je parlais de la vision de nos concitoyens occidentaux. Je ne parlais pas des Russes, je parlais de la vision de nos concitoyens occidentaux. Et nos concitoyens, valeur d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir une vision autre qu'une vision très émotionnelle. Enfin, je suis extrêmement surpris. Non, mais il y a la propagande, il y a l'information, puis il y a aussi la réalité. Et je pense que ça serait amusant qu'une fois, peut-être dans 6 mois ou dans un an, on refasse un débat, c'est une vue de l'esprit, ce que je dis jamais, on refasse un débat avec le recul sur les choses. Patrick Ivard, moi, il y a une chose qui me frappe pour connaître, par exemple, bien connaître la Pologne, c'est que ce sont des pays, quand on y va, qui détestent la Russie et qui détestent, en tout cas, l'URSS, on va dire, puisqu'elles ont vécu. En plus, la Pologne est un pays de passage qui a été dépecé régulièrement entre, pour remonter dans l'histoire, la France, la Russie, les Allemagnes, bon, tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ce peuple-là, qu'on dit russophone, la dernière chose dont il a envie, c'est de revivre sous ce joug-là?
Alors c'est la même famille slave, mais pour autant les relations familiales sont mauvaises, que ce soit avec la Pologne et l'Ukraine et compagnie. Effectivement, je pense qu'il faut peut-être un peu replacer ce qui se passe aujourd'hui dans un contexte historique un peu plus large. On ne va pas remonter jusqu'au déluge, mais disons qu'on va remonter jusqu'aux années 30, en sachant que au cours des années 30... parce que Charles me faisait très peur. On sentait qu'on allait être au XVIIIe siècle. Non, mais pour comprendre aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé hier. On pourrait tout à fait, mais moi je me contenterais de remonter jusqu'aux années 30. On est tous sous le coup de l'émotion, et vous avez raison de le dire. Franck, avec l'Holocauste qu'ont subi les Ukrainiens de la part des communistes russes, l'Holocauste que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, au cours duquel, il faut le savoir quand même, parce que c'est quand même fondamental, c'est leur histoire, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne connaît pas un minimum l'histoire de ce qui s'est passé en Ukraine, il y a ne serait-ce que 80-90 ans. Il y a quand même dans les années 30 une collectivisation forcée des paysans ukrainiens, avec la réquisition de tout ce qui était production de blé, et les paysans ukrainiens qui avaient du blé chez eux étaient quand même fusillés parce qu'ils avaient gardé une partie de la production qui n'était pas collectivisée. Et puis les famines organisées par Staline. De ce fait, la famine a été organisée et les paysans qui mouraient de faim étaient accueillis à coups de mitrailleuses par l'armée rouge quand ils allaient tenter de s'approvisionner auprès des réserves de blé qui étaient rassemblées dans les kolkhozes. Il faut le savoir, ça coûtait la vie à des millions d'Ukrainiens. Et je crois que les Ukrainiens, eux, ils s'en souviennent. Nous, on ne sait même pas que ça existait, mais les Ukrainiens, eux, le savent. Et ils le savent encore aujourd'hui. Il faut le savoir. Ça, c'est les années 30. Ce qui explique qu'en 1941, quand les armées allemandes ont envahi l'Ukraine, elles ont... Je ne sais pas s'il faut dire heureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais elles ont été accueillies comme des sauveurs par les populations ukrainiennes. Ce qui fait que l'Ukraine prenne cette réputation de nazi. De pays nazi. Alors, c'est pas qu'une réputation, d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même une division SS forte de 80-90 000 hommes qui était composée d'Ukrainiens. Après, dont l'héritage, c'est le bataillon d'Azov qui se bat actuellement contre les Russes dans le sud de la Crimée. Et ça justifie ce que... Parce que on va peut-être passer quelques minutes sur l'état mental de Poutine, parce que Poutine, quand il dit on vient délivrer l'Ukraine et les Ukrainiens de massacres, ce sont des nazis et des drogués. Poutine n'est pas fou, il connaît l'histoire, c'est tout. Ah oui ? Bien sûr, il connaît l'histoire, il sait très bien que de toutes les façons, les nationalistes ukrainiens ont pris fait et cause pour les Allemands contre les Russes par haine des communistes russes, et que je crois que c'est l'armée insurrectionnelle ukrainienne de Stéphane Bandera qui s'est battue avec les Allemands contre les Russes, a continué le combat contre l'armée rouge, bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au milieu des années 50. L'essentiel a dû être liquidé à la fin des années 47, 48, 49, quelque chose comme ça. Mais le combat a continué. Et ce n'est pas le seul pays. Vous prenez la Lituanie, il y a eu aussi beaucoup de troupes lituaniennes qui se sont battues du côté des Allemands et qui ont continué le combat contre l'armée rouge jusqu'au milieu des années 50. Donc ce n'est pas un cas exceptionnel. Mais ce ressenti, les Ukrainiens, ils l'ont toujours vis-à-vis des Russes. Il faut le savoir. À la limite, même si Poutine est fou, vous savez ce qu'on dit, c'est que même les fous ont leur logique. Donc allons-y, essayons de comprendre pourquoi Poutine a sorti le marteau-pilon pour écraser les Ukrainiens, ou en tout cas les Ukrainiens qui ne sont pas favorables. Poutine, en fait, a compris que les Américains ne voulaient absolument rien négocier avec lui, qu'ils le faisaient chanter avec l'histoire du Donbass et des accords de Minsk, qui ont été signés en 2015, en particulier avec l'aide des Français et des Allemands, qui devaient être en quelque sorte les garants que les accords fixant une sorte de fédération du Donbass à l'intérieur de l'Ukraine seraient appliqués. Depuis 2015, pour des raisons documentées, non documentées et qui prêtent à tous les fantasmes, mais qui sont intéressantes à expliquer, il y a toujours eu des oppositions à la mise en œuvre de cet accord, et en particulier du côté de Kiev. Donc je crois que Poutine, qu'il soit fou ou pas fou, a tiré la conclusion que finalement les Ukrainiens et ceux qui les conseillent ne voulaient pas, ne feraient rien pour appliquer ces accords. Il a donc décidé de les appliquer. Et c'est là où, à mon avis, les Européens se sont surpris. C'est qu'aujourd'hui, en Europe, les problèmes ne se règlent plus seulement par la diplomatie, mais désormais par les rapports de force. C'est la grande leçon de cette affaire. C'est qu'on annonçait, les stratèges annonçaient depuis des années que ce serait bientôt le retour de la guerre de haute intensité, des rapports de force. L'amiral Vendier, dont j'ai fait l'entretien dans Conflit du mois de mars, explique qu'aujourd'hui,
en haute mer, c'est le chef les problèmes d'état-major, de la marine, ouais. excusez-moi, Ouais. vont se régler à coups de canons, de missiles et non plus de téléphones. Donc en fait, on est en train de redécouvrir, à mon avis, un retour des rapports de force. Au 18e, au 17e, on se parlait, on faisait la guerre régulièrement. On avait arrêté de la faire avec la bombe atomique. On voit aujourd'hui que les choses se durcissent à nouveau. Oui. C'est le retour des corsaires. Pardon, Charles. Là, c'est plus que les corsaires. Le corsaire, il a 1500 chars, 160 Oui, non, mais 000 hommes. vous parliez de la mer. Ah, de la mer, oui. Mais il n'y a pas un effet collatéral auquel Poutine ne s'attendait pas. C'est que finalement, qu'on voit que le peuple ukrainien, dont il pouvait imaginer qu'une partie allait l'accueillir favorablement, semble très majoritairement contre lui, et même que l'Europe est en train de s'agglomérer. Et par exemple, ce qu'on voit en Allemagne avec 100 milliards dédiés à une armée, alors qu'on sait que la Bundeswehr est en piteux état, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose que Poutine, dans ses rêves les plus fous ou dans ses cauchemars les plus fous, ne pouvait pas imaginer? Comment vous voyez ça, Jean-Louis Masson? Je pense très honnêtement que Poutine a vu trop grand. Je pense que s'attaquer à l'ensemble de l'Ukraine, c'était une erreur. Et l'Occident a commis beaucoup d'erreurs par le passé au niveau de la façon de gérer Poutine. Et Poutine a mal réagi. Il aurait dû, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, il aurait dû se contenter du Donbass, de la côte de la mer Noire. Ça serait passé, je dirais, probablement, peut-être un peu difficilement militairement, bien évidemment, mais diplomatiquement vis-à-vis des pays de l'Europe occidentale, ça serait passé différemment. Mais personne ne s'y attendait. Alors, moi, je suis tombé des nues quand j'ai vu qu'il envahissait toute l'Ukraine. Oui, Patrick Ivard. Permettez-moi, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout de votre avis, parce que Poutine n'est pas fou. Poutine sait parfaitement ce qu'il fait, et Poutine sait que depuis 2014-2015, les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Il sait parfaitement que pendant ce temps-là, on a l'OTAN qui avance ses pions. Alors, ça serait intéressant de se poser la question de savoir ce que fait l'OTAN dans cette histoire, parce que le pacte de Varsovie n'existe plus, l'Union soviétique n'existe plus, mais l'OTAN existe toujours. Alors, moi, j'aimerais savoir contre qui l'OTAN est supposé nous défendre. Pardon, Déjà, c'est marrant. Souvenez-vous de ce que disait le président Macron, qui disait qu'elle était en état de mort cérébrale. L'OTAN n'était pas très sexy. Et là, d'un seul coup, les pays neutres, la Suède, pays qui s'est toujours tenu à l'écart, la Finlande. Et la Suisse, la Suisse, tous disent maintenant on supporte l'Ukraine. Non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, il faut arrêter à un moment donné. Alors, Poutine n'est pas fou. C'est les États sont émotionnels comme les gens. Moi, ce que je dis, c'est que Poutine est un joueur d'échecs. Il n'arrête pas de dire vous avancez vos pions, attention, je vais vous prendre la dame. Attention, je vais faire un échange de dames. Et il joue aux échecs, Poutine. Mais est-ce que le jeu n'a pas changé? Est-ce qu'on joue non, pas aux dames maintenant? Le jeu n'a pas changé. Le jeu n'a pas changé. Vous avez l'OTAN qui, depuis 1991, alors que l'OTAN, je crois, enfin les Américains, parce que l'OTAN, c'est le fauné des Américains, il faut dire ce qui est. C'est l'armée des supplétifs de Washington, l'OTAN, c'est rien d'autre que ça. Vous avez l'OTAN qui, malgré la promesse qui avait été faite aux dirigeants soviétiques russes de l'époque, 1990-1991, de ne plus avancer au-delà de l'Allemagne, l'OTAN a quand même avancé. C'est-à-dire que la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Bulgarie, la Roumanie font partie de l'OTAN. Le gros morceau, c'est l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est gros comme la France quand même. Donc Poutine n'arrête pas de leur dire, attention, n'avancez pas. C'est plus grand que la France, mais 40 millions d'habitants. Voilà, légèrement beaucoup moins riche. Mais cela étant, il y a quoi, 1500-2000 km de frontières communes avec le sud de la Russie, c'est pas rien non plus. À propos d'échecs, à propos d'échecs, c'est quand même intéressant, c'est que regardons le fou Poutine. Le fou Poutine, il a marqué quand même il a marqué quand même des points. On comprend bien militairement que Poutine a neutralisé tout ce qui pouvait être une menace dans l'armée ukrainienne. Donc, il est en train là aujourd'hui de régler le problème dans le sud, et il y a des combats qui sont très violents entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Mais dans l'ensemble du pays, ils ont neutralisé toutes les bases aériennes, les systèmes de commandement, tous les endroits probablement où ils avaient repéré des armes qui avaient été acheminées par les Occidentaux. Donc, militairement, c'est pas fou. Il a réglé un sujet. Il a réglé le sujet de la menace que pouvait faire peser l'Ukraine sur le Donbass, puisqu'il est le protecteur des gens du Donbass. Donc ça, c'est pas de la folie, c'est rationnel. Maintenant, là où effectivement les questions se posent, c'est
Que va-t-il faire avec ses gains? Comment va-t-il se dépatouiller avec toute cette Ukraine de l'Ouest qui n'est absolument pas, qui lui est très hostile, qui va évidemment se révéler? Qu'est-ce qu'il va faire avec Kiev? Est-ce qu'il va écraser Kiev sous les bombes? Est-ce que Kiev va tomber avant cela? Là, il y a de vrais sujets. Et vous citiez tout à l'heure Kiev, c'est quand même le berceau de la Russie. C'est un vrai sujet militaire et c'est un vrai sujet de politique intérieure pour Poutine, sans même parler des Occidentaux. Oui, parce qu'il y aurait une énorme contradiction à raser Kiev comme Mossoul a été rasé, parce que c'était un peu la méthode qu'on peut imaginer employer, et qui est invendable à l'intérieur de ça, c'est la méthode Russie. américaine, c'est pas forcément la méthode russe. Hein. Les Américains vous bombardent et puis après ils vous disent maintenant vous négociez avec moi. Là, c'est pas tout à fait ce qui se passe pour l'instant. en Ukraine. Pour l'instant, on n'a pas c'est la guerre. Alors, on va pas dire que ça se passe en dentelle, bien évidemment, mais les villes sont pour l'instant pas rasées. Le problème des Russes, c'est qu'ils veulent régler leur compte à tout ce qui est bataillon Azov et compagnie, de façon à pouvoir montrer. Et là, c'est vrai qu'on est dans une guerre psychologique, on est dans une guerre subjective, presque sentimentale, parce que pour l'instant, on voit des gens qui fuient leur pays, qui disent c'est horrible ce qui se passe, et je les comprends tout à fait, c'est exactement la réalité. Mais cela étant, quand on verra les armées russes qui feront des prisonniers chez Azov et qui montreront des drapeaux avec des runes qui sont à peu près voisines de celles qu'on trouvait dans la division allemande, et ils montreront des drapeaux avec des croix gammées, je pense que peut-être sur un plan émotionnel, sur un plan subjectif, les gens vont peut-être commencer à se rendre compte que c'était pas totalement faux et que quand Poutine parle de dénazification, il a pas totalement tort. Alors, il faut pas être pro-Poutine, il faut pas être pro-Zelensky, il faut voir uniquement les intérêts de la France. Mais je crois que dans ce conflit, il faut peut-être garder raison et de se dire que les choses ne sont pas si simples. Pas faire comme Bruno Le Maire. Ne pas faire comme Bruno Le Maire et déclarer la guerre économique. Déclarer la guerre économique. Notre ministre de l'économie s'est oublié. Et une heure plus tard dire ah ben non, mes propos ont dépassé ma pensée, il faut être sérieux quand même. Allez, Charles de Bourbon-Parme, vous allez avoir le mot de la fin. Merci beaucoup. Non, mais c'est très intéressant, c'est ce qu'on disait. Il faut connaître l'histoire du pays, il faut connaître sa géographie. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est très important, mais ça paraît idiot, mais l'Ukraine, c'est grand comme la péninsule ibérique. Hein. Il faut relativiser les choses et mettre les choses telles qu'elles sont. Et ça serait intéressant aussi, je propose aux gens de le faire, je l'ai fait, c'est d'aller chercher une carte de l'OTAN en 1995, à quoi correspondait l'OTAN en Europe en 1995, et de voir dans quoi l'OTAN en 2022. Et cette carte-là vaut 1000 discours. Et on comprend que finalement, les Russes se sont sentis quand même un peu chatouillés par l'OTAN et qu'il a fallu faire quelque chose. Ça fait des mois qu'ils préviennent. J'essaye pas de prendre parti pour qui que ce soit. Hein. J'essaie juste de rappeler les faits. Ça fait des mois qu'ils préviennent que ça leur convient pas. Rien n'a été fait, ils ont agi. Est-ce qu'ils ont agi en bien ou en mal? Ça, l'histoire le dira. Ceci dit, j'ai été surpris comme tout le monde et je n'y croyais pas quand les Russes ont attaqué. Je pensais qu'un embargo en prenant le Donbass, etc., ils se satisferaient de cela. Et puis ensuite, en isolant un peu l'Ukraine, parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'il y avait la solution finlandiser l'Ukraine. Pour résumer, la question finalement, c'est est-ce que les Russes sont tombés dans le piège américain ou est-ce que les Russes ouvrent un nouveau chapitre des rapports de force au sein de l'Europe? C'est cela aujourd'hui qu'on ne sait pas, et c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Mais l'Europe qui s'appuyait sur l'OTAN, aujourd'hui réagit et s'aperçoit que finalement, elles ont besoin aussi de pouvoir avoir un rapport de force à elles toutes seules, sans avoir besoin d'intervenir avec les Américains. Vous aurez donc eu le mot de la fin, Charles. Je vous remercie. Évidemment, on n'a pas épuisé le sujet. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Vous allez voir, c'est la présidentielle dont il s'agit. À tout de suite. Rebonjour. Deuxième sujet, la présidentielle. Depuis des semaines, beaucoup disent une présidentielle ne se passe jamais comme prévu. Chacun pensait que c'était Éric Zemmour, l'élément perturbateur. Il semblerait que ce soit cette guerre qui est en train de rebattre les cartes. On le voit dans un certain nombre de sondages qui commencent à montrer des bouleversements dans l'ordre de ce qui compte véritablement, c'est-à-dire le numéro 2. Et je vais donner la parole à Jean-Louis Masson, fin connaisseur de la politique française. Eh bien, cette élection présidentielle, il y a deux tours. Hein, il est incontestable que la guerre favorise, pour le deuxième tour, favorise M. Macron. Hein, le président sortant a
je dirais, a un atout énorme pour le deuxième tour avec cette situation de guerre. Et je dirais que le premier tour est également bouleversé, parce que toute la question qui se posait, c'était de savoir qui des autres candidats va se retrouver au deuxième tour. C'était ça, je dirais, le principal point d'interrogation. Et face à cette situation, eh bien, je crois que M. Zemmour a montré qu'il a certes des qualités, des connaissances journalistiques et autres, mais il lui manque une expérience politique. Il s'est engagé beaucoup trop en avant, et les propos qu'il a tenus à un certain niveau vont... Vous parlez de quoi? Du soutien à Poutine, du fait qu'il voulait... Le soutien tel qu'il l'a présenté à M. Poutine vis-à-vis des électeurs. Le corps électoral ne comprend pas. Et quand j'ai vu les propos qu'il tenait, je me suis dit, ça, c'est pas possible que ça n'ait pas d'impact sur les sondages. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose que quand il avait parlé des enfants handicapés. Bon, si on réfléchit bien, on comprend ce qu'il voulait dire, mais en politique, il y a la forme et il y a le fond. Et on n'est pas en politique, on ne doit pas être un débatteur journalistique, etc. On a une responsabilité et on doit toujours se poser la question de savoir comment les électeurs vont comprendre ce qu'on dit. Et lui n'a pas cette expérience politique. Donc je pense que ça va, pour le premier tour, donc je parlais que le gros enjeu c'est le premier tour, ça va, je dirais, faire un petit peu disjoncter le positionnement de Zemmour. Bon, quant à Mme Pécresse, bon, disons, elle est assez médiocre, enfin moi je la considère comme assez médiocre. Bon, là, je dirais, la guerre lui a permis d'éviter d'être obligé de répondre sur les faux électeurs pour la primaire, sur son chien qui allait voter pour l'élection primaire, les Chinois qui ne parlaient pas français. Je dirais, elle a eu un petit peu de chance, mais elle n'a pas su rebondir. Et je crois que son comportement la discrédite un peu, parce qu'elle donne trop l'impression de vouloir exploiter la guerre pour se positionner, elle. Jean-Louis, ce qui est certain, c'est que les sondages actuels montrent que Zemmour baisse, que Marine Le Pen reprend la tête du peloton, on va dire, puisqu'il y a un solo devant avec Macron, et que Pécresse serait même en train de passer en 5e position. Elle peut être derrière Mélenchon. Derrière Mélenchon. Ça, je pense que Mélenchon va monter. Et même malgré l'attitude de Jadot, qui se sert aussi de la guerre, parce que Pécresse et Jadot donnent l'impression aux électeurs de vouloir se servir de la guerre pour faire de la politique politicienne. Et ça, vous pensez que c'est une erreur? C'est une erreur. Bon, quand on voit Jadot qui se sert de la guerre pour taper sur Mélenchon, ou Pécresse qui sert de la guerre pour taper sur ses concurrents de droite. Les communistes ont un gros problème d'existence, là, parce que c'est la Russie qui fait la guerre contre... enfin, pour eux, c'est terrible ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils peuvent soutenir, pour qui ils veulent pour, contre, etc. Vous parlez de Mélenchon, là, quand vous dites les communistes. Hein, j'aimerais pas être de gauche communiste aujourd'hui, parce que c'est effrayant. Non, je parlais de Mélenchon. Pour autant, Mélenchon a pris des positions très fortes tout récemment, hein, en disant qu'il était opposé à la guerre et qu'il était opposé aux positions européennes, qu'il pensait être une sorte de carburant au conflit. Patrick Ivard. Bon, en résumé, la seule opposante à Macron, c'est Marine Le Pen. Bon, c'est vrai que je suis un peu de parti pris, je vous le cache pas. Non, mais vous êtes soutien de Marine Le Pen, hein, donc je le précise pour ceux à qui ça aurait échappé. Oui, tout à fait, oui, ça n'échappera à personne. Cela étant, si on regarde un petit peu les sondages, alors les sondages, est-ce qu'il faut les croire? Ils vous donnent une tendance. C'est très frais, hein. Oui, bien sûr, mais les sondages vous donnent une tendance. Mais quand on voit que, par exemple, Emmanuel Macron passe de 25 à 28%, je veux bien qu'ils prennent 3 points parce que c'est le chef de l'État, on est dans une situation, c'est un réflexe normal. Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'effet drapeau. Hein. Et l'effet drapeau, mais il ne part pas de 25%, ça, j'y crois vraiment modérément, quoi. Ouais. Bon, cela étant, on verra bien, on aura la réponse le 10 avril, on sera un peu fixé. Mais je pense quand même que le meilleur opposant à Macron, ça reste Marine Le Pen.
Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est Elle est quand même un petit peu en difficulté aussi. Non, elle n'est pas en difficulté. Financement de campagne. On a réussi à avoir un russes. prêt, c'est formidable. Attendez, les banques françaises ne prêtent pas, mais Marine Le Pen a réussi à avoir de l'argent dans une banque de l'Union européenne. Oui, photo ce qui est avec totalement Poutine, autorisé. soutien à Poutine, photo ça avec peut Poutine, quand même lui mais être qui reproché. n'a pas sa photo avec Poutine, je vous demande. Oui. À part Zemmour, il aurait bien aimé l'avoir, mais Oui. il l'a pas. Mais qui n'a pas sa photo avec Poutine? Alors elle l'a, effectivement, mais tous les hommes politiques, Vous pensez toutes les femmes politiques, ont leur photo. Il y a des crafts. Bon, heureusement que les prêts avec les banques russes sont terminés, parce que là, avec le gel des avoirs et tout, c'était terminé. Là, ça aurait pas été possible, mais c'est une banque de l'Union européenne, c'est pas une banque russe. Voilà. Hein, c'est Non, parce moi je pense que la législation vous oblige à avoir un prêt d'une banque de l'Union européenne, et c'est le cas. Mais C'est pas russe. ceci dit, si le système était bien fait, il n'y aurait pas ces problèmes de parrainage, il n'y aurait pas ces problèmes de C'est ça. financement. Donc le système n'est pas bien fait du tout. qui se ment la queue. Bien Moi, sûr. je pense que, alors puisque c'est une émission de débat et qu'il faut apporter un petit peu de contradiction. Oui, Moi, je bûche pense dans le feu, c'est exactement. comme ça que Je j'appelle. pense qu'en fait, cette guerre, elle sert. Alors restons en France, puisque nous sommes en France. Elle sert Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, finalement, a passé son quinquennat à faire comment dirais-je, des tests manqués en matière de politique nationale, comme s'il avait des bonnes idées puis il n'arrivait pas à les transformer. Il a invité 3 fois de suite Poutine au château de Versailles en 2017, ensuite au fort de Brégançon. Et puis à chaque fois, il y a eu des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Bref, ça n'a jamais débouché. On pourrait parler de l'Afrique aussi. Et finalement, là, Emmanuel Macron a essayé au dernier moment également de parler avec Poutine. Je crois qu'Emmanuel Macron est d'abord celui qui endosse le costume du chef de guerre, celui en plus qui endosse le costume du camp européen, et donc il a de la chance. Il a de la chance. Il faut avoir de la chance aux politiques. Certains généraux disent qu'il ne faut pas nommer à la tête des armées des généraux qui n'ont pas de chance. Ça, c'était Bonaparte. Enfin, c'était Voilà. plutôt Napoléon, Voilà. dont c'était le test ultime. Voilà. A-t-il de la chance avant la donc il a de promotion la chance. Maintenant, je crois que finalement, c'est un moment historique pour beaucoup de gens, y compris pour Emmanuel Macron. Je vais être un peu disruptif sur ce plateau. Il a 2 solutions. Soit il continue à faire de la politique politicienne en envoyant sur son plateau ses snipers pour dézinguer François Fillon ou un autre. Il joue à ce petit jeu-là, c'est-à-dire il fait de la récupération politique comme il a toujours fait avec le Covid. Soit il se monte un véritable homme d'État et au lieu d'attiser la crise en organisant l'envoi d'armement de manière inconsidérée aux Ukrainiens, il essaye de faire baisser la tension et de faire en sorte que les 2 parties se parlent, négocient une paix ou un cessez-le-feu et qu'il soit le chef de ceux qui pourront reconstruire, bref, qu'il prenne une voie alternative au dialogue américano-russe pour enfin retrouver une 3e voie. Voilà. Le fera-t-il? Je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, il est en position de le faire. Merci. La question, c'est cette victoire qui s'annonçait, est-ce que finalement, ce n'est pas les derniers clous qui finalisent une victoire incontournable? Et même, peut-être, une campagne qui n'aura pas lieu. Elle n'est pas incontournable du tout. Vous parlez de la victoire de Macron, elle n'est pas incontournable du tout. Il y a 40 jours avant l'élection, il peut se passer tellement de choses, des costumes de Fillon ou je ne sais pas trop quoi. On ne sait pas ce qui peut se passer, sans parler bien évidemment de l'Ukraine. Parce que là, c'est quand même le point le plus important. Je note une chose Vous quand pensez même. qu'il y a encore une place pour qu'il y ait un débat et qu'il y ait une alternative? On pensait jusqu'à la semaine dernière que le débat, ce serait sur le coronavirus. Oui. Et on s'aperçoit que Poutine, il a tué le coronavirus. Il est formidable parce que plus personne ne parle du Covid, plus personne ne nous parle de ces histoires de piqûres tous les 3 mois, 4 mois, machin. Oui. C'est fini. On va plus tous mourir à cause d'un virus mortel incurable. On n'en parle plus. Maintenant, le vrai débat, il est plus je suis pour les piqûres ou contre les piqûres de vaccins. Il est pour l'Ukraine. L'Ukraine est un petit peu... Peut-être, on va voir, un peu notre guerre d'Espagne à nous. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, et puis il s'agit de savoir si on prend parti ou pas, si on envoie des armes ou pas, si on envoie éventuellement des volontaires ou pas, les brigades internationales. Et là, vous avez l'inénarrable BHL qui se présente en nouvelle André Malraux, qui se présente. Ouais. Mais sauf que André Malraux, lui, il est allé en Espagne, et BHL, je pense qu'il va rester là où il est. Ouais. Pareil pour Eindhoven, je pense que c'est des philosophes de salon, et ces gens-là n'iront jamais mettre leur peau. Ils n'ont pas l'âge qu'avait Malraux au moment de la guerre. C'est pas une question d'âge, c'est une question de conviction, Franck. Ouais. Quand on est convaincu, on va sur place, et puis on ne fait pas des films à la BHL, on va se battre pour ses idées. C'est pas le cas de ces gens-là. D'accord. Je voudrais peut-être dire quand même qu'il faut éviter d'avoir une vision trop tranchée. Il est évident que valeur d'aujourd'hui,
on ne peut pas dire ce qui se passera au moment de l'élection. Mais il faut toujours parler en termes de probabilité. Et cette guerre de l'Ukraine augmente considérablement la probabilité d'élection de M. Macron. Alors on peut toujours dire, il va y avoir peut-être quelque chose d'autre. Ouais. C'est vrai, il peut y avoir quelque chose d'autre. Mais au fil du temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que les jours passent, la probabilité qu'il arrive un nouvel événement imprévu diminue. Et je pense que tel que c'est parti, il est positionné, enfin qu'on le veuille ou non, il est positionné de manière très favorable. Il y a peut-être il y a peut-être un point qui pourrait... Je parle réaliste, je prends pas parti. Ouais, hein, c'est la vision froide de quelqu'un qui a quand même un certain nombre d'années et de vie parlementaire derrière lui. Il est bien placé pour prendre la main. Ah, il est parti pour gagner. Il est bien placé pour gagner. Oui, mais alors, il y a peut-être un point qui pourrait, me semble-t-il, faire évoluer les choses. Je suis frappé de manière assez positive par le pourcentage des Français qui s'expriment contre le fait que la France puisse être engagée contre la Russie dans cette affaire. Il y a eu plusieurs sondages, j'en ai en tête, Sud Radio a fait quelque chose, il y avait 11% des Français qui disaient que cette guerre ne nous concernait pas. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que les Français pourront sanctionner positivement ou négativement celui des candidats qu'ils considéreront comme un bout de feu ou alors le négociateur ou l'homme d'État, vous voyez, par rapport à la situation actuelle. Peut-être que ça peut faire évoluer un peu les sondages. Oui. Merci. Il y a un élément, une pensée qui me traverse, que je vais partager avec vous. Est-ce que cette victoire annoncée de Macron n'est pas aussi un risque ? Parce que s'il n'y a pas de débat, les Français ne peuvent pas prendre position pour des réformes futures, retraite, déficit, des points de vue économiques qui vont vraiment bouleverser leur vie. Aujourd'hui, pardon, allez-y. Oui, non, il faut bien voir. Les Français ne se font pas d'illusions. Tous les gens qui se présentent font des promesses et personne n'y croit. Prenez Sarkozy, il avait dit « je vais passer le Karcher ». Bon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a supprimé 10 000 postes de policiers et 2 000 postes de gendarmes. Prenez Mme Pécresse qui dit « ah bah tiens, je vais repasser le Karcher ». Quand on l'entend, des fois, c'est quasiment le lance-flamme. Ouais. Hein. Et Mme Pécresse, quand on voit ce qu'elle a fait, qu'elle était en plus ministre du budget, c'est elle qui a fait supprimer les postes. Mais pour autant, il y a des débats sur des sujets dans une campagne présidentielle. Mais là, du fait que le président de la République actuelle ne déclare pas sa candidature et au moment où on enregistre, ça n'est toujours pas le cas. Donc on enregistre un mercredi, on va être diffusé un vendredi, dernier jour possible pour se déclarer. Il sera annoncé. Il sera... Aujourd'hui, certains aujourd'hui même disent qu'il faut reporter les élections parce que Macron est le chef de guerre et qu'on change pas de chef au milieu du gué. Enfin bon, c'est intéressant. Moi, la chose que j'ai envie de dire, et je vais faire un clin d'œil, je dirais que si la France était une monarchie, on n'aurait pas ce problème-là. Hein on vous voit venir. Voilà. C'était important que je le dise quand même, parce que tous ces blablas, finalement, ne seraient pas là. Et ça stabiliserait un peu les choses. C'est une chose auquel je n'avais pas pensé. Souvent, on me demande quel est l'avantage d'une monarchie par rapport à une république. Ben, ce détail-là m'avait échappé, et c'est bien parce que je vais le rajouter à ma liste. D'accord. Alors, ça serait pas mal, mais j'imagine Emmanuel Macron, Emmanuel Ier, roi de France, quoi. Ça serait pas terrible non plus, quoi. J'ai cité personne. Ah non, mais moi je le cite. J'ai cité personne. On n'a toujours pas résolu la querelle Orléans-Bourbon. Effectivement. Je reviens sur ce que vous disiez par rapport à l'élection présidentielle qui pourrait être reportée constitutionnellement. C'est très difficile. Elle pourrait être reportée quelques semaines si un candidat décède. Non, c'est très difficile. Si un candidat décède ou s'il est empêché. Décédé, on sait ce que c'est, mais empêché, on ne sait pas trop, quoi. Est-ce que si Macron est candidat et qu'il est occupé à sauver le monde, enfin d'après lui, dans sa vision, est-ce qu'il peut dire qu'il est empêché, mais dans ce cas-là, on ne reporte l'élection que de quelques semaines, ça ne résout pas le problème. Mais c'est complètement fumeux comme raisonnement. Il est impensable qu'on puisse décaler l'élection. C'est des machins de journalistes, des discussions. C'est purement stérile, ça n'a aucun sens. Bon, si on veut décaler l'élection, il faut voter une loi constitutionnelle, etc. Mais quelle est la raison? Loi constitutionnelle, ça veut dire les deux assemblées. Il faut modifier la durée du mandat, etc. Non, mais c'est... Alors, il faudrait que Macron soit assassiné. Alors, c'est vraiment
décaler les élections. Pour autant, un chef de guerre, et on voit que le président Macron en est à son 3e ou 4e conseil de guerre, c'est comme ça que ça s'appelle, beaucoup plus de conseil de défense, alors que la guerre n'a commencé que depuis 6 jours. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne va pas pouvoir faire de débat, qu'il ne va pas pouvoir faire de meeting, il ne va pas avoir le temps. Ça me paraît assez évident que la campagne en tant que telle s'est arrêtée. La campagne s'est arrêtée. Il y aura quelques meetings, mais on parle de guerre aux portes de l'Europe. Les Européens sont en train d'essayer de comprendre comment ils vont faire face à Poutine. Toute l'économie va être chamboulée. Il y a des vraies problématiques, des vraies interrogations sur l'énergie, les marchés financiers, etc. Attendez, tout s'est arrêté. Donc c'est clair qu'Emmanuel Macron, moi je pense, sera réélu dans un fauteuil et qu'il n'y aura pas vraiment de débat. Absolument. Ça me paraît assez évident. Mais ce que vous disiez l'un ou l'autre d'entre vous, c'est que les chocs s'accumulent et de manière de plus en plus rapprochée. Donc dans 3 semaines, dans 1 mois, quel sera le prochain choc? On n'en sait rien. Je crois que Macron il a intérêt à ce qu'on parle uniquement de l'Ukraine parce que ça lui évite d'avoir à justifier de son bilan économique, notamment parce que je vous rappelle qu'en 2017, on a voté pour le Mozart de l'économie. Alors le virtuose de l'économie, je me demande où il est parce qu'on a des millions de chômeurs, on a des millions de gens qui ont des emplois précaires. Vous avez raison, mais... Si on parle de l'Ukraine, on ne parle pas des problèmes sociaux que subissent les Français depuis 5 ans et même au-delà de 5 ans. C'est ce que je disais. Et je ne pense pas que la campagne soit terminée. Bien évidemment, le sujet de l'Ukraine est un sujet fondamental qui efface tout, alors le Covid dont on parlait, mais qui efface tous les autres sujets, y compris le sujet économique. Pour autant, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit réélu dans un fauteuil. Pour moi, tout reste à faire. On a 40 jours devant nous. Les gens vont continuer leur campagne électorale, les candidats vont continuer à faire des meetings, les militants vont continuer à essayer de convaincre les gens. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et c'est pas gagné d'avance pour Macron parce que les gens se rendent compte que l'Ukraine permet à Macron de ne pas avoir à se justifier sur son bilan, notamment économique. Mais Charles de Bourbon-Parme. Et ce sera le mot de la fin. J'espère de la discipline. Poutine est un joueur d'échecs. Je pense que Macron est un joueur de cartes, qu'il a un va-tout aujourd'hui. C'est la guerre en Ukraine qu'il va essayer d'utiliser le plus possible pour l'amener aux élections. Mais maintenant, comme vous dites très justement, il y a encore un petit peu de temps entre maintenant et les élections et beaucoup de choses peuvent se passer. Ok, allez, c'est fini pour cette deuxième partie. On se retrouve, merci à vous 4. On se retrouve dans quelques minutes pour la 3e et dernière partie de l'émission. Rebonjour à tous, 3e partie. La guerre, j'ai envie de dire, la guerre et après, quoi. Cette guerre qui s'installe, comment on va en sortir? Comment va en sortir l'Europe? Comment va en sortir le monde? Est-ce qu'on peut faire des scénarios sur Poutine et un éventuel coup d'État? Bon, voilà. C'est de tout ça dont on va parler. Je sais qu'il est très tôt pour envisager un après. Il n'empêche que je pense que il y a matière à essayer de dessiner le futur. Patrick Ivard. Alors, c'est pas facile de répondre à votre question, Franck, parce que je ne suis pas Madame Soleil, j'ai pas de boule de cristal. C'est pas ce qu'on vous demande. Oui, d'accord, mais quand même, je vais essayer de voir un petit peu ce qui peut se produire dans les... Alors, on compte en quoi? On compte en semaines, on compte en mois, on ne sait pas trop, mais d'ici la fin de l'année, je pense que... Vous savez bien que les guerres, elles commencent avec la fleur au bout du fusil, en se disant, on va leur régler leur compte en quelques jours. Mais vous savez, quand on entre en guerre, c'est comme quand on rentre en prison ou à l'hôpital. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit déjà. C'est la première chose. Et puis ensuite, il faut bien savoir une chose, c'est que dans les guerres relativement modernes, et je pense surtout à la Seconde Guerre mondiale, vous avez énormément de gens, énormément de pays qui commencent la guerre dans un camp, qui la finissent dans l'autre. Il faut le savoir aussi. Donc pour l'instant, rien n'est joué. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une nouvelle lutte sur le grand échiquier mondial entre les États-Unis, qui sont là, grande puissance, mais qui ne veulent pas perdre leur place. La Chine qui est en train d'émerger, qui veut bien prendre la place des États-Unis dans un monde unipolaire. Et dont on sait qu'économiquement, elle prendra le leadership. Oui, mais qu'elle a d'autres problèmes. Elle a des problèmes démorgraphiques dont elle n'arrivera pas à se dépatouiller facilement. Et puis on a la Russie. Oui, mais la Russie a une démographie qui monte, la Chine qui descend. On ne parle pas du même niveau. Mais la Russie est une puissance émergente à nouveau, j'allais dire, un peu comme la Chine.
Et puis il y a l'Europe qui ne sait pas trop comment se positionner parce que c'est fait le bric et le broc, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de diplomatie commune. En gros, vous pensez que ça ne change rien, cette guerre ? Mais si, bien sûr que si, ça peut changer plein de choses. Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Mais pour l'instant, j'en sais rien parce que la guerre vient à peine de commencer et puis on ne sait même pas qui fait la guerre à qui parce que pour l'instant, on croit que c'est les Ukrainiens qui font la guerre aux Russes et les Russes qui font la guerre aux Ukrainiens. C'est pas vrai, c'est les Américains qui font la guerre aux Russes avec des soldats ukrainiens, comme ils ont l'habitude de le faire. Ce qui fait que pour l'instant, on a un conflit entre la puissance américaine qui est un pouvoir qui à la fois économique et militaire, qui se heurte au pouvoir russe, qui est un pouvoir militaire, mais qui est aussi une puissance économique qui monte avec ses ressources énergétiques, qui est en train de nous vendre du gaz, mais les Américains aimeraient bien nous vendre leur gaz à leur place. Et puis il y a la Chine qui observe, et puis qui regarde Taïwan. Donc on ne sait pas comment ça peut se passer. Alors, on peut avoir Taïwan, on va revenir là-dessus. On peut avoir des problèmes, des guerres à travers le monde qui vont se révéler du fait que l'Ukraine est en train de nous aveugler sur ce qui se passe réellement à travers le monde. Myriel Crafray, est-ce qu'on peut envisager une défaite de la Russie ? Militaire, vous voulez dire ? Ouais. Et peut-être derrière politique, ce qui se dessine au moins. Moi, ce qui me fascine, c'est que la guerre a à peine commencé, que vous lisez déjà des papiers d'universitaires bardés de diplômes qui vous expliquent que Poutine a perdu totalement la guerre. Je trouve ça fascinant. Fascinant. Vous savez ce que disent les militaires ? Ils ont une formule qui est à peu près celle-ci, c'est ils décident d'ouvrir le feu, ils savent quand la guerre commence, et ensuite ils se débrouillent comme ils peuvent pour essayer de l'arrêter. On l'arrête quand on peut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit déjà le monde d'après qui commence à se dessiner. Le monde d'après, en matière économique, vous avez le monde occidental qui est en train de tirer un énorme rideau de fer entre l'Europe, l'Occident et la Russie. Un énorme rideau de fer économique, financier, monétaire. Et on voit déjà se dessiner de nouvelles forces qui montent en puissance, et en particulier le commencement d'une dédollarisation d'une partie du monde. Et moi, je suis très surpris, ou je prends très au sérieux 2 ou 3 événements qui ont eu lieu récemment. Je constate d'abord que les sanctions européennes et américaines ne touchent pas les flux énergétiques, première chose. La raison est très simple, c'est que si c'était le cas, vous auriez une flambée immense des prix, et donc tous les Européens et les Américains en seraient les premières victimes. Première chose. Donc ça veut dire que les Russes ont toujours des rentrées en devises. Alors on nous explique que l'on coupe... Si on continue à leur acheter des hydrocarbures et du gaz. C'est le cas. Pour l'instant, c'est le cas. On ne peut pas faire autrement. Nord Stream 1 continue à fonctionner et à approvisionner. Voilà, c'est le cas. Donc, et alors, on nous dit, mais on coupe le système d'échange des devises SWIFT. Donc il va bien falloir de toute façon payer ce qu'on consomme. Oui. Et en réalité, on voit une montée en puissance du système alternatif chinois qui s'appelle le CIPS de mémoire. Et je lisais ce matin un article sur l'augmentation considérable des échanges, première chose. Deuxième chose, Gazprom vient de signer pour la 3e fois en quelques années un énorme contrat gazier pour construire un gazoduc qui va approvisionner la Chine avec une branche qui va permettre de relier ce gazoduc avec les champs qui approvisionnaient jusqu'alors l'Europe. Donc on voit bien une reconstruction, un repositionnement de la Russie envers la Chine, c'est-à-dire que, peut-être contraint et forcé d'ailleurs, Poutine est en train de se porter vers les Chinois qui, vous le savez, sont en guerre désormais ouverte quasiment économiquement avec les États-Unis. Oui. Donc on voit bien ce pôle, jusqu'où ce pôle va se recomposer, quelle sera sa force, est-ce que les Russes vont résister aux sanctions comme l'ont fait les Coréens du Nord qui ont été ostracisés et qui ont la bombe atomique, comme l'ont fait les Iraniens qui ont été ostracisés et qui aujourd'hui sont sur le seuil, comme l'ont fait les Pakistanais, etc. C'est la grande question, mais on voit déjà et c'est le grand pari de Poutine, c'est le grand défi de Poutine. Ouais. Sachant que, néanmoins, il semblerait que les sanctions économiques soient nouvelle en puissance et en rapidité. C'est quand même quelque chose. Être coupé de SWIFT, c'est le cas de l'Iran, je crois. Mais globalement, c'était juste envisagé comme un 2e ou un 3e rideau. Ça a été fait tout de suite. Ouais. Ça a été fait tout de suite. Ouais. On a saisi les avoirs de la Banque centrale russe. Une partie des avoirs. Ce qui était probablement, ce qui était le trésor de Poutine pour alimenter la guerre et continuer à maintenir l'économie. Peut-être que c'est un vrai problème. Les avoirs du fonds souverain russe, de mémoire, ces 180 milliards ont eux aussi été bloqués. On parle de 600-700 milliards pour les réserves russes et de 180 milliards pour le fonds souverain. Tout ça, c'est des munitions en moins.
Je parle de munitions économiques, hein, bien sûr, pour la Russie. Franck, vous noterez, et là c'est l'ancien policier qui parle, vous noterez que ce qu'on n'a pas été capable de faire pour lutter contre le narcotrafic, on est capable de le faire pour lutter contre la Russie. Je note quand même que c'est quelque chose de nouveau. Tous les narcodollars qui circulent à travers le monde, dans les paradis fiscaux et autres, tous les avoirs criminels de tous les gangsters de la planète, on n'arrive pas à les saisir. Et là, tout d'un coup, on se réveille et puis on arrive à faire ce qu'on était incapable de faire depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est formidable. D'accord. Jean-Louis Masson, merci. Moi, je pense qu'il y aura plusieurs conséquences. D'abord, une très grande méfiance des différents États contre la dépendance vis-à-vis du dollar. Ça, le dollar, le grand perdant à terme sera le dollar, car tous les pays vont essayer de devenir indépendants par rapport à cette menace financière. Le deuxième point, c'est le rapprochement entre la Russie et la Chine. Ça, c'est inévitable. On est en train de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Et le troisième point, c'est qu'on ressuscite, entre guillemets, l'OTAN. Alors, moi, je pense qu'effectivement, la pérennité de l'OTAN n'était pas obligatoirement justifiée compte tenu de ce que la création de l'OTAN, c'était le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie ayant disparu, on aurait pu fonctionner différemment. Maintenant, les déroule, quoi. La partie est engagée. C'est Poutine qui provoque ça. Alors, Poutine... L'élargissement de l'OTAN, la pérennité de l'OTAN, il y a un mois, personne n'aurait parlé là-dessus. Le problème, c'est que justement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait franchi une sorte de ligne rouge. Ouais. Moi, je crois que son intérêt n'était pas obligatoirement d'envahir toute l'Ukraine. Vous pensez que c'est la faute stratégique, ça? Moi, je pense qu'il aurait dû donner l'impression qu'il voulait... je dirais, défendre les russophones du Donbass, qu'il voulait peut-être une continuité territoriale, ça serait passé. Enfin, il y aurait eu des grognements, il y aurait eu certainement le monde occidental aurait traîné les pieds, mais c'était pas du tout la même chose. Et ça, il y a eu des erreurs au départ des pays occidentaux, et là, il y a eu une erreur de Poutine. Et d'erreur en erreur, il faut espérer qu'à terme, on arrête, parce que quand on commence, on sait comment on commence, mais on ne sait pas comment on finit. Est-ce qu'on pourrait, alors Charles de Bourbon-Parme, je vais vraiment faire de la politique fiction un peu provocatrice, est-ce qu'on pourrait envisager un dépaissement de la Russie, un basculement de toutes les républiques côté Sibérie dans l'orbite chinois, et puis ce qui resterait de la Chine, de la Russie européenne, qui serait absorbé par l'Europe, ça vous... C'est aller loin. Chacun a dit ce qu'il pensait. Moi, je pense qu'avec la chute de l'Empire soviétique et du communisme, à ce moment-là où les différents pays ont commencé à se créer, on les a cités tout à l'heure, la Lituanie, etc., tout autour de la Russie, sont devenus indépendants. Je pense qu'à ce moment-là, l'OTAN n'avait plus vraiment lieu d'être. Il aurait fallu, à ce moment-là, que l'Europe prenne un peu son indépendance et se gère elle-même. On le voit aujourd'hui, on est incapable en Europe d'avoir une armée concrète. Oui, enfin, quand l'Allemagne dit on va mettre 100 milliards... Oui, mais justement. Donc, à ce moment-là, NATO aurait pu être dissous. Je pense, parce que vous me demandez ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faudrait faire, je pense que tous ces pays limitrophes de la Russie auraient dû être un peu comme la Finlande. La Finlande, aujourd'hui, qui a des frontières avec la Russie, elle a une certaine forme de neutralité. Oui. Je pense que tous ces pays-là auraient dû rentrer dans cette espèce de neutralité. Une forme de zone tampon, en fait. Exactement. Et je pense aussi que les Russes sont plus européens que asiatiques. Et que peut-être que l'Europe aurait pu, à ce moment-là, je fais des suppositions, hein, moi je fais un peu une nébuleuse de tout ça, que l'Europe aurait dû se rapprocher de la Russie, l'Europe serait devenue un peu la première puissance mondiale, ce que certains n'auraient certainement pas aimé, en termes économiques, ce que certains n'auraient certainement pas aimé, et ont tout fait pour pas que ça se passe. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les Russes se tournent vers la Chine. Et enfin, moi, personnellement, ça ne me convient pas. J'aurais préféré que les Russes se tournent vers l'Europe plutôt que vers la Chine. Et il y a la route de la soie qui vient d'être créée, et qui va alimenter, va faire les échanges entre la Russie et la Chine d'une façon extraordinaire. Et pendant ce temps-là, il y a des gazoducs qui vont en Allemagne, qui sont fermés, qui sont là, qui existent et qui ne peuvent pas être utilisés parce que certains ont décidé qu'il ne fallait pas les utiliser. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui auraient peut-être dû être faites et qui ont été mises sous le tapis, et je trouve ça dommage. On va parler peut-être
quelques minutes d'armée européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un point là de quelque chose qui serait capable de surgir? Alors, Médéric Raffray. Il y a une autre. Ouais. Je vais y arriver. J'ai rien dit, vous avez vu. Non, je suis resté poli. Oui, c'est ça. Il y a un point important aussi dans les réarticulations. Moi, je suis fasciné par une chose, c'est que les pacifistes d'hier, d'un seul coup, deviennent des bellicistes d'aujourd'hui. Je veux parler de Bruxelles et je veux parler aussi de l'Allemagne. Inédit. Là, pour le coup, merci Poutine, pour le coup. Ouais. Il a réussi à débloquer le cerveau des Allemands qui étaient restés bloqués en 1945-46. Et le gouvernement... C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est là où je voulais en venir. Le gouvernement allemand vient de dire qu'il va mettre 100 milliards d'euros sur la table pour construire une armée dont le chef d'état-major de l'armée de terre a dit il y a quelques jours qu'il était incapable de combattre contre la Russie. Moi, je suis un spécialiste des questions de défense. Tout le monde sait que dans le milieu, que la marine allemande est quasiment inexistante parce qu'ils sont bloqués sur les ports pour plein de raisons. Dans toute l'histoire récente, il n'y a pas eu un moment où, lorsque l'Allemagne a réarmé, ça s'est mal terminé pour la France. Moi, je dis, attention messieurs, regardons et soyons prudents de la manière dont les choses se sont débloquées et ce qu'elles vont produire par la suite. Et dernier mot sur ce sujet-là, merci à la France d'avoir la bombe atomique, ça c'est une vraie assurance. Et donc il faut maintenant, désormais, et c'est là où moi j'attendrai les candidats à la présidentielle, il faut mettre sur la table le paquet pour avoir 2 porte-avions, pour avoir doublé le nombre de chars, pour remplir toutes les soutes à munitions, pour être en mesure de véritablement peser sur la scène de bataille européenne. Ce qui implique une grosse augmentation du Exactement, budget des armées. C'est ce que proposait Éric Zemmour, par exemple. Oui. Eh bien, pourquoi les candidats ne travaillent pas sur ce sujet-là et ne mettent pas Macron au défi, ou alors de quitter le poste qu'il occupe? L'OTAN a été créée pour ça à l'origine. C'est-à-dire que l'OTAN, c'était pour que les Russes restent à leur place, que les Américains gardent à pied en Europe, et que surtout que les Allemands ne bougent pas. Si on résume, l'OTAN, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, ça a mis une faille dans tout ça. Ouais. Et c'est vrai aussi, et cocorico, la France est le seul pays d'Europe, parce que maintenant, évidemment, les Anglais ne sont plus dans la communauté européenne, à avoir la bombe atomique. Et c'est dommage que M. Sarkozy nous ait fait revenir dans l'OTAN, parce que peut-être qu'en indépendant avec notre bombe, nous aurions eu un petit peu plus de poids pour les conversations avec Poutine. Une forme de dialogue d'un pays non aligné qu'aurait pu être la France. Un peu fictivement quand même. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut pas. Moi, je pense que cette histoire d'intégration, réintégration ou sortie du commandement intégré de l'OTAN et du marketing politique, qu'en réalité, si la France veut exercer son droit d'avoir une voie alternative au sein de l'OTAN, elle est tout à fait capable de le faire au sein de l'OTAN. Elle l'a d'ailleurs fait en 2012 quand Sarkozy a dit on quitte l'Afghanistan, et que Hollande, quand il est arrivé, on dit on accélère et vraiment on va quitter. On n'a pas demandé l'autorisation à personne, on l'a fait. Donc c'est bien la preuve par A plus B qu'on peut être dans l'OTAN et peser. Moi je crois que c'est surtout une question de volonté politique. Est-ce que les dirigeants français sont-ils indépendants de Washington, ou sont-ils inféodés à Washington? C'est une véritable question. Ça, c'est la question. Et moi je pense qu'aujourd'hui le danger, c'est de lire ce qui se passe à l'Est, toujours à l'aune d'une grille atlantiste. Il faut retrouver cette grille intellectuelle qui est l'héritage, allez, je vais faire simple, du gaullisme, pardon pour les auditeurs qui le prennent, voilà, mais et appliquer cette grille en dehors d'un esclavage intellectuel ou d'une soumission intellectuelle à l'atlantisme. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait qu'économiquement, la Russie se détourne un petit peu de l'Europe et se tourne vers la Chine. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on se met à construire des bases de l'OTAN, à ouvrir des bases de l'OTAN aux frontières de la Russie, dans des pays de l'ex-Union soviétique, des pays du bloc de l'Est, il ne faut pas s'étonner si forcément ça stresse un petit peu les Russes. Imaginez l'inverse, imaginez des bases militaires russes au Canada ou au Mexique. Ils réagiraient comment, les Américains? Je vous rappelle qu'en 1962 à Cuba... Sauf qu'aucun peuple, ni mexicain, ni canadien, appelle de ses voeux cet événement. Attendez, ça peut venir. Alors qu'en Pologne, les Polonais étaient ravis d'accueillir l'OTAN. Mais au Mexique, mais attendez, ça peut tout à fait venir. Les Polonais ont des rapports conflictuels avec la Russie, c'est évident. Ouais. Mais vous croyez que c'est tout beau, tout rose entre le Mexique et les États-Unis? C'est pas le cas. Donc vous ne savez pas ce qui peut se passer. Le dernier péril nucléaire, c'était Cuba 62. C'est là où je voulais en venir. Personne n'a envie de revivre ça. En 1962, on a l'Union soviétique qui a ouvert des bases et mis des missiles à Cuba, qui était à 200 km des frontières, enfin des côtes des États-Unis, de la Floride. On parlait d'un deuxième porte-avions pour la France. Il était bien implanté au large. Ce que je veux dire, c'est que là, on est peut-être, avec l'Ukraine, on est peut-être en train de vivre
une sorte de crise de Cuba à l'envers. Et pourtant, on ne réagit pas de la même manière. Alors, il faut m'expliquer. Moi, j'aimerais comprendre. Je suis d'accord avec Patrick. C'est complètement contradictoire. Je veux dire, si on est pour la paix, si on est pour les règlements pacifiques des conflits, il faut réagir face à l'Ukraine comme on a réagi face à Cuba. C'est pas le cas. Alors, expliquez-moi. Alors, la question... Pardon. Non, le dernier mot, ça va être Jean-Louis Masson. Eh bien, disons, je voudrais revenir sur la logique de l'élection présidentielle. Et vous avez dit qu'il fallait remettre de l'argent pour l'armée, pour la défense, et qu'il fallait que la campagne clarifie les choses. Alors, la problématique qui se pose, c'est que justement, comme je le disais tout à l'heure, pendant les campagnes électorales, tout le monde promet tout et son contraire. Hein, et tous les candidats que je vois veulent de l'argent supplémentaire pour la santé, de l'argent supplémentaire pour les écoles, de l'argent supplémentaire pour autres usages, ce qui est tout à fait légitime, c'est très bien, de l'argent supplémentaire pour les armées, mais tout ça, ça prouve que la logique d'une campagne électorale est faite de démagogie. Ça repose sur de la démagogie. Tous les candidats que je vois veulent mettre de l'argent quelque part, mais personne ne dit où on va en prendre. Parce que tout le problème est là. Et il y a une logique. On est dans un système de logique et c'est la raison pour laquelle, moi, ça ne me déplaît pas du tout qu'il n'y ait pas de campagne électorale au sens traditionnel, parce que les promesses électorales, j'en ai marre. Bravo le démocrate. Les promesses... Non, je dis bien, chacun peut s'exprimer quand je dis une campagne de promesses. Parce que tous les candidats, à chaque élection, vous promettent monts et merveilles. Prenez les promesses de Sarkozy, mais c'était effroyable. Hein, et quand vous regardez, personne ensuite ne tient les promesses. Alors, moi, plutôt que d'avoir des promesses qu'on ne tient pas, j'aime autant qu'on se prononce sur des choses un peu concrètes. Alors, ça vous fait rire, mais c'est quand même une réalité. Vous allez me faire redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pas la peine. Dans une monarchie, nous n'aurions pas ce problème-là. Ça, c'est un débat qu'on aura une fois, je vous le promets. Allez, je vais vous dire, j'essayais dans cette troisième partie de vous faire décoller vers le futur. Jean-Louis Masson vient de nous faire atterrir rudement dans le concret, le budget, les déficits et les promesses. Vous avez bien compris que tout ça n'est pas terminé. On se retrouve dans 15 jours, avant la vraie fin de l'émission, qui sera dans quelques secondes, quand on va retrouver Ignace, qui a bien bossé. Donc, rendez-vous dans quelques secondes, petite coupure. Et ensuite, on enchaîne sur les caricatures d'Ignace. À tout de suite. Ok, allez, je commence. Merci, monseigneur. Par Myriadec Raffray, à qui Ignace a fait une tête de repris de justice. Ah ouais, c'est... Voilà. Je vais y revenir. Il y en a toujours un avec qui qu'on n'a pas envie de prendre en autostop. C'est lui cette fois-ci. Merci beaucoup. Tenez, je vous en prie. Ok, allez, c'est bien. Alors, je sais pas, j'ai un peu la tête de Poutine et la cravate de Trump. Vous n'êtes pas le pire. Vous n'êtes pas le pire. Tenez, je vous l'offre. Merci. Quand même. Merci. Un petit côté juppé, me dit-on dans l'oreille. C'est tout à fait vrai. Et Charles de Bourbon-Parme, avec ses nouveaux cheveux. Ah, mais je suis très gâté. Ah, mais vous êtes très gâté. Merci beaucoup. Parfait. Jean-Louis Masson, c'est bien. Je pense que chez vous, on va bien aimer. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Le baiser russe de Poutine, je vous embrasse bien fort. Oui, ça, effectivement. Ça, c'est sûr, c'est Mon baiser de Russie. Le baiser de l'ours. À propos d'ours, le conflit en Ukraine, c'est un méchant contre un gentil. Bah, bien sûr. Voilà. Ça, c'est pas du tout tranché. Allez, voilà. On se retrouve dans 2 semaines, hein, pour une nouvelle émission. On se rapprochera dangereusement de l'élection présidentielle. Évidemment, le conflit aura toujours lieu et on aura beaucoup de choses à en dire. Rendez-vous dans 15 jours donc. Merci.